Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui reçoit ce jour le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina Faso, le docteur Abdoul Ghani Sawadogo est avec nous. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Drago. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Avec vous, nous allons parler de la fonction de médecin au pays des hommes intègres. Mais avant cela, je voudrais quand même vous poser une question qu'on adresse à tous nos invités. Comment vous allez côté santé et famille? Parfait, on rend grâce à Dieu et vraiment pour toute cette santé qu'on a et surtout les grandes ambitions qu'on a et pour la profession et pour déjà nous-mêmes et bien sûr pour tout le pays tout entier. Est-ce qu'avec la situation du pays, vous qui êtes médecin, vous êtes très sollicité parce que beaucoup nous disent l'économie ça ne va pas, la question sécuritaire également, ça fait qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont des malades qui s'ignorent. Oui, bien sûr. L'impact de notre situation, c'est sur tous les domaines et la santé n'est pas en reste de cela. Et quoi qu'on dise, au-delà de tout cela, il faut vraiment jeter un coup d'œil du côté de nos formations sanitaires pour que, au-delà des problèmes qu'on a, qu'on soit d'abord en bonne santé. Est-ce que, docteur, vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'au Burkina, c'est tellement compliqué que les gens parlent seuls en circulation, il faut prendre en charge tout ce monde-là? Oui, bien sûr, c'est pas normal que quelqu'un se mette à parler tout seul. Et si quelqu'un arrive à le faire, certainement qu'il y a forcément des problèmes à résoudre, que ce soit au niveau famille, au niveau professionnel ou ailleurs. Il y a raison de trouver des solutions à ces phénomènes-là. Est-ce que c'est vraiment inquiétant pour le Burkina aujourd'hui? Non, il y a plus inquiétant. Je crois qu'on va plus mettre l'accent sur ailleurs que peut-être des gens qui parlent seuls dans la rue, sauf si effectivement c'est plus grave que parler seul, parce qu'il y a des degrés en fait. Sinon, ça peut arriver à n'importe qui de parler seul, parce qu'on n'a pas pu, en tout cas, digérer un événement qui est passé. Et puis bon, on a besoin de se libérer. Est-ce qu'en tant que médecin, vous recommandez justement à ces personnes-là d'aller en consultation ou de se faire assister? Si c'est récurrent, oui. Si c'est récurrent, parce que à l'hôpital, vous aurez des personnes bien formées pour vous accompagner, de sorte à ce que vous recouvrez en tout cas la parfaite santé. Parce que, comme l'OMS le définit, la santé, c'est un état de bien-être complet. Ce n'est pas seulement l'absence d'infirmité. Et donc, le niveau mental, l'état mental aussi fait partie donc, de l'évaluation de l'état de santé d'une personne. Voilà qui est bien dit. Parlons justement de cet événement qui s'est déroulé le 5 janvier 2025 au Burkina. L'hôpital Yalgado Ouedraogo, une dame qui est victime de viol. Alors, vous, agent de santé déjà, avant d'être président de l'ordre de médecins du Burkina, comment vous avez accueilli une telle information? Avec beaucoup de dégoût, de tristesse. Et bien sûr, c'est pas normal qu'un agent de santé s'adonne à ces pratiques. C'est condamnable et ça doit être condamné pour que les hôpitaux, les formations sanitaires en général soient des infrastructures qui permettent justement de recouvrer la santé, de restaurer le sourire aux personnes et non d'ajouter de la douleur à la douleur. Est-ce que c'est un cas récurrent ou bien c'est parce que ça a été connu du public et c'est sorti? Malheureusement, il se trouve qu'il y a quand même certains patients, certains accompagnants de patients parfois qui font l'objet de ce genre de pratiques que je rappelle restent condamnables. Mais ce que nous on demande aux gens, c'est de vraiment dénoncer ces genres de pratiques de sorte à ce que la sanction soit exemplaire et que plus personne, en tout cas aucun agent de santé ne s'adonne à de telles pratiques qui jettent, je dirais, de l'opprobre sur tous les professionnels de santé. Est-ce que clairement un agent de santé qui est identifié pour avoir commis un tel acte doit être radié systématiquement? Non, pas radié systématiquement, mais déjà
étant entendu que c'est un délit, il peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Et si c'est un médecin, par exemple, naturellement, au-delà de la poursuite judiciaire, nous, on va le traduire en chambre de discipline parce que c'est une violation du code de déontologie médicale et ce n'est pas normal. Et quand on est traduit maintenant au niveau de cette instance-là, ça donne quoi comme résultat final pour le médecin? Les sanctions au niveau de la chambre disciplinaire sont bien codifiées. Ça va donc du blâme à l'avertissement et parfois on peut être amené en fonction de l'intensité de la faute à suspendre temporairement donc la personne de l'exercice médical. Et cette suspension peut être soit totale, soit partielle. On lui enlève un acte ou 2 actes ou plusieurs actes, ou alors on le suspend totalement donc de l'exercice de sa profession. Est-ce que quelqu'un qui a fait 8 années d'études, qui soit médecin, vous pouvez le suspendre définitivement? Il a toutes les compétences pour faire son travail? Naturellement, mais je dis, ce n'est pas uniquement les cas de viol qui vont amener ces suspensions, mais il y a certaines fautes graves ou même certaines infirmités qui ne sont pas compatibles avec l'exercice de la médecine. Donc ça dépend de la gravité de l'acte qui est posé. Ça dépend de la gravité de l'acte qui est posé. Okay. Voilà. Et bien sûr, ces chambres disciplinaires jouent le rôle de fonction juridictionnelle. Et cette chambre est présidée, par exemple, par un magistrat qui nous est proposé donc par le ministère en charge de la justice. Et les sanctions sont applicables sur toute l'étendue du territoire s'il le faut. Alors revenons sur le cas de ce qui s'est passé au niveau de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Est-ce que vous avez pris attache avec la dame en question pour comprendre davantage qui était l'auteur, comment les faits se sont déroulés? Déjà, il faut dire que l'Ordre national des médecins n'a pas été saisi dans ce dossier. Et naturellement, n'ayant pas été saisi, on a essayé de vérifier l'identité de la personne. Et du moment que ce n'était pas un médecin, on ne pouvait plus donc nous saisir forcément du dossier. Et je crois que le dossier est actuellement en justice et les personnes compétentes vont donc faire ce qu'il faut et pour vraiment sanctionner ce genre d'actes pour qu'on ne les voit plus jamais dans nos hôpitaux ni dans nos cabinets de consultation. Est-ce que cela ne donne pas raison à toutes ces personnes qui disent « je ne veux pas que ma femme se retrouve seule avec un médecin quelque part pour une consultation à huis clos » ? Oui, raison ou pas, mais il faut dire que parfois l'exercice de la médecine requiert un certain nombre de conditions pour garantir, par exemple, le secret médical. Il y a des dispositions qui permettent de lever ce secret médical, mais parfois le médecin a besoin de consulter une personne seule et s'il le faut, naturellement, il faut que le conjoint donc, de cette dame-là, par exemple, accepte ne pas participer donc à cette consultation. L'un dans l'autre, il faut adapter tout au contexte spécifique. Mais pour le cas, par exemple, de Yalgado, clairement, ça va décrédibiliser l'hôpital, alors que c'est l'hôpital de référence pour le pays des hommes intègres. Pas que l'hôpital, mais vraiment tous les professionnels de santé. Est-ce que vous qui êtes médecin aujourd'hui, vous avez honte de ce qui s'est vraiment passé? Bien sûr, parce que ce n'est pas digne d'une profession de santé. Vous avez dit qu'il n'est pas médecin, mais il est agent de santé. Il est agent de santé, voilà. Ce n'est pas digne d'une profession de santé. Un professionnel de la santé, il y a un certain nombre de règles éthiques, morales qu'il faut respecter. Et ce genre de comportement, il faut les éviter. Même crier sur un patient qui vient à vous pour des soins, ce n'est pas éthique. La médecine, par exemple, c'est l'humanité. Et il faut respecter la personne humaine qui vient à nous pour nos soins. Même si la personne venait à mourir, on dit dans notre code de déontologie, le respect de la personne humaine ne cesse pas même après la mort. Et ce n'est pas donc de son vivant qu'il faut arrêter de respecter les patients. Mais on entend beaucoup des familles qui se plaignent parce qu'on crie sur leurs proches quand la femme doit accoucher souvent. Ce qui nous revient, c'est assez fort. Est-ce qu'à ce niveau, par exemple, vous essayez de voir avec les médecins, notamment ceux qui sont dans ce domaine-là, pour qu'ils essaient de changer d'attitude et de comportement? Naturellement, tant que nous, on est informés d'un comportement inadéquat d'un médecin, nous, on se saisit, on va appeler le médecin, l'entendre,
comprendre ce qui s'est passé et s'il faut le sanctionner, on le sanctionne. Parce qu'il faut dire que, contrairement à ce que les gens pensent, l'ordre des médecins est là pour protéger les patients. Protéger les patients. Donc n'importe qui, est-ce que soyons clairs là-dessus, n'importe qui peut venir saisir l'ordre des médecins pour genre, si par exemple une jeune fille est victime d'attouchement sexuel, elle a été abusée sexuellement ou même menacée par un médecin dans son bureau, elle peut porter plainte. N'importe qui. Nous sommes là pour protéger la santé de la population, protéger les patients, protéger la profession, pour que, en tout cas, cette profession qui est honorable, qui nécessite de l'intégrité, de la probité, soit maintenue comme telle. Nous ne sommes pas forcément là pour les beaux yeux de X ou Y, mais tant qu'un patient, un accompagnant de patient, et toute personne qui fréquente une formation sanitaire est victime de comportements inadéquats d'un médecin, puisqu'il s'agit donc de l'ordre des médecins ici. Il peut saisir l'ordre des médecins pour porter plainte. Bien sûr, après cette plainte, il va falloir que nous, on mène notre enquête pour nous assurer effectivement que le confrère ou la consoeur en cause est vraiment responsable de ce dont on l'accuse. Est-ce que vous entendez régulièrement les citoyens qui se plaignent de négligence de la part de certains médecins? Des rendez-vous non tenus, souvent même on donne des rendez-vous en clinique ou dans un hôpital public, entre autres. Est-ce que toutes ces pratiques-là, l'ordre des médecins essaie de faire quelque chose pour changer la donne? C'est du devoir de l'ordre des médecins de le faire. Mais on a l'impression que vous ne le faites pas bien. On n'est peut-être pas bien connu, mais il faut savoir que du rôle que nous avons de faire la promotion et de valoriser la profession médicale, nous devons nous assurer que tout ce qui est fait comme actes médicaux respecte l'éthique et la déontologie. Tant que nous on est informés, on va faire ce qu'il faut. Et parfois, malheureusement, c'est des dires qu'on entend dans les réseaux sociaux, dans les médias, qui ne font pas honneur à la profession médicale. Et bien sûr, au-delà du fait que les gens se plaignent, si la plainte n'est pas bien formulée ou adressée à la bonne personne et que nous on voit cela dans les médias et autres, on peut se réserver le droit de porter plainte parce que justement c'est dire dévalorise la profession. Porter plainte contre qui? Le citoyen qui a formulé la plainte sans les preuves ou bien le médecin? Le citoyen, par exemple, qui formule des propos sur les réseaux sociaux, dans les médias et autres, vraiment qui dénigre la profession médicale, on peut se réserver le droit de porter plainte. Quitte à ce qu'on fasse nos enquêtes et qu'on vérifie que ces dires sont justifiés ou pas. Mais il ne faut pas non plus dénigrer les professionnels de santé, parce que souvent, il faut reconnaître aussi que certaines personnes disent des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Ils ont eu dire que, il paraît que, ainsi de suite. Et donc, immédiatement, sur les réseaux sociaux, ils s'expriment en dénigrant la profession médicale, en dénigrant les médecins. Et ça, c'est du rôle également de l'ordre de s'en saisir et de porter plainte. Oui, mais est-ce que l'ordre, au-delà du côté classique dont vous parlez maintenant, vous avez la possibilité de faire des visites inopinées pour savoir si tel ou tel médecin se comporte bien à son lieu de travail? Exactement. Et du fait que nous devons réglementer l'exercice professionnel de la médecine, il se peut que, et on le fait, qu'on fasse des inspections qu'on appelle professionnelles, pour nous assurer que les règles éthiques qui sont édictées, que les règles déontologiques qui sont édictées sont respectées par les médecins. Et en tout cas, nous avons l'ambition, au cours de cette année 2025, de nous doter donc d'une personne dont la responsabilité sera exclusivement de faire ce travail, d'inspecter les formations sanitaires, d'inspecter les pratiques médicales et de recueillir, pourquoi pas, les plaintes des patients. Parce que aussi, il ne faut pas voir que cette inspection va juste permettre de sanctionner des professionnels de santé, des médecins, mais cette inspection aura pour vocation également d'améliorer les pratiques,
Parce que quand il va faire son rapport et qu'on se rend compte qu'il y a certaines pratiques qui ne sont pas conformes, il va sans dire qu'après l'évaluation, c'est peut-être certaines procédures qui ne sont pas respectées. Et nous, on va faire donc des propositions pour aller dans le sens de l'amélioration de ces pratiques au bénéfice de la population. Alors, il y a aussi d'autres médecins qui ont dit avoir été menacés physiquement par des accompagnants de patients ou même violentés. Est-ce qu'il y a certains de vos collègues qui sont venus vers vous pour dire attention, ça commence à être très dangereux d'être médecin au Burkina, par exemple, dans certaines formations sanitaires? Oui, malheureusement, parfois, les gens passent le temps à accuser les médecins, les professionnels de santé. Ils oublient aussi le fait que parfois, d'abord, avant d'être médecin, on est humain. Et il y a certains accompagnants qui vous viennent avec toute la violence. Parfois, c'est des injures vraiment disproportionnées que ces accompagnants. Ah oui, il y a des médecins qui vous ont fait cas des injures très graves qui leur ont Très grave, oui. Très grave. Et perso, en tout cas, quand je fréquentais encore les services cliniques, j'ai été victime de ces injures. C'était sur quelle base qu'on vous a insulté? Parfois, c'est des comportements humains. Je ne sais pas c'est quel cumul de problèmes que ces gens ont eu, mais ils ne sont peut-être pas satisfaits de la façon dont on travaille. Mais ça se négocie. Et dans un hôpital, la priorité des soins est définie par le médecin. Ce n'est pas le patient. Vous pouvez venir, vous avez très mal. Mais peut-être que votre douleur ne va pas vous tuer tout de suite. Et quelqu'un d'autre est couché silencieux. Et si on ne fait rien, cette personne va mourir dans les minutes à suivre. Nous, on ne va pas s'occuper de celui qui crie de douleur. On va s'occuper de la personne qui risque de mourir dans les minutes à suivre. Et certains patients ne comprennent pas cela et s'en prennent aux agents de santé. Et ce sont également des comportements que les médecins doivent pouvoir nous signaler. Parce que si on a l'information sur ces comportements, on peut travailler avec les responsables de ces formations sanitaires de sorte à mettre un dispositif qui, pourquoi pas, met peut-être à l'écart les accompagnants et qui permettrait justement à ces professionnels de santé-là de faire leur travail en bonne et due forme. On a vu beaucoup de pays dans lesquels, en tout cas, on frappe des médecins. Est-ce qu'au Burkina, vous avez eu cas d'un médecin qui a été copieusement battu par une famille de patients? Oui, ce sont des cas qui existent. Et comme je l'ai dit, une fois que l'ordre est saisi, étant entendu que c'est dans l'exercice de sa profession, il va de soi que l'ordre s'en saisisse. Et c'est coups et blessures volontaires. C'est un délit. Et il faut une infraction. Et il faut justement, pourquoi pas, que l'ordre puisse porter plainte pour que ces comportements dans nos hôpitaux-là s'arrêtent. Parce que aucun médecin, aucun professionnel de santé ne se lève de chez lui pour aller à l'hôpital dans le but de faire du mal à quelqu'un. L'objectif premier, et certainement l'unique objectif, c'est de soulager les douleurs, c'est de restaurer la santé avec les moyens qu'il a. Parce qu'on a obligation de moyens mais pas de résultats. On peut mettre en œuvre tous les moyens qu'on a et malheureusement la personne décède. Ce n'est pas la faute du médecin. Est-ce que très souvent c'est en cas de décès que le médecin est accusé de tout? Même avant, même sans décès, parfois, il y a certains patients, certains accompagnants qui s'en prennent vraiment au médecin. Et je dis toujours, il faut savoir raison garder, parce que nous sommes avant tout des humains. Et le médecin n'a pas la prétention d'avoir, en tout cas, le cœur le plus doux au monde pour pouvoir supporter toutes les injures. Mais il y a la formation qui lui permet de comprendre souvent aussi la colère des familles des victimes, non? Oui, mais c'est pourquoi on ne voit pas des pugilats dans nos hôpitaux. Hein. Ouais. Sinon, il y a des fois, on a envie de retirer la blouse et de se mettre dans les coups de poing. Mais ça, ce n'est pas un comportement éthique d'un médecin. Et bien sûr, dans la formation, on leur apprend à savoir raison garder, à écouter la douleur des patients, à comprendre leur comportement et à savoir bien se tenir face à des agissements de certaines personnes dans les hôpitaux. Est-ce que vous avez l'impression que les citoyens eux-mêmes ne comprennent pas ou ne connaissent pas la fonction d'un médecin dans un hôpital? Beaucoup de citoyens, oui, mais il y a certains quand même qui sont très exemplaires,
qui sont à l'écoute, qui font ce qu'on dit de faire, ainsi de suite. Mais par contre, d'autres, peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils se comportent de sorte à ce que ça n'arrange même pas déjà leurs patients. Alors, docteur Saoudou, il y a un phénomène qui revient. Apparemment, les Burkinabés n'aiment pas aller en consultation à temps. On laisse la maladie se métastaser dans l'organisme et puis après on dit que ce sont nos médecins qui sont incompétents. Est-ce que là aussi ça vous permet de dire aux citoyens, c'est eux qui sont responsables de leur santé avant que le médecin n'agisse? Le médecin n'est qu'un pan. Sinon, effectivement, c'est comme la sécurité. Ouais. On ne pourra pas mettre un médecin au dos de chaque Burkinabé, mais on peut apprendre à éviter les maladies, on peut apprendre à bien se porter. Et ça, c'est de la responsabilité de toute personne. Et au-delà d'apprendre à éviter la maladie et à bien se comporter, on peut apprendre à demander des soins. Quand je sens que mon organisme ne semble pas bien se porter, je dois pouvoir demander des soins. Demander des soins, c'est prendre l'avis d'un professionnel de santé, c'est aller dans un hôpital et c'est faire un check, un contrôle régulier. Oui, mais les médecins, très souvent, on ne peut pas avoir un médecin rapidement tout le temps. Il faut prendre rendez-vous avec le médecin. Souvent, c'est 2 jours, souvent, c'est 3 jours. On en a même vu à qui on a donné des rendez-vous sur 1 mois dans les hôpitaux publics au Burkina Faso parce qu'il n'y a pas de médecin disponible. Oui, c'est... Ça, on ne peut pas l'accepter tout de même. Le citoyen ne peut pas le comprendre. Oui, c'est ce qu'on dit, mais on ne va pas se comparer aux autres, puisqu'on dit comparaison n'est pas raison. Sinon, si aujourd'hui nous sommes à 1 mois ici, il y a certains pays où même 6 mois après, tu n'as pas le rendez-vous. Mais ce n'est pas de bons exemples non plus. C'est pas lié à l'exemplarité, mais c'est lié aussi au fait du nombre de médecins. Donc, en fait, vous comprenez qu'on ne puisse pas avoir rapidement un rendez-vous avec un médecin, souvent dans les hôpitaux publics. Naturellement. C'est possible qu'il arrive, ça dépend de la spécialité. Parce que quand on prend les spécialités, il y a certaines spécialités, les médecins ne sont pas nombreux. Et du coup, il est seul pour, je vais dire quoi, 50 consultations par jour ou je ne sais quoi. Naturellement, c'est un être humain et il y a des quotas de nombre de patients à consulter par jour pour pouvoir maintenir toujours la qualité des soins. Et si il y a 50 attentes et qu'il ne peut prendre que 20, il va de soi que les autres qui sont en attente là puissent effectivement attendre. Et c'est justement là où il y a problème parce que les citoyens n'acceptent pas cette manière de faire les choses. Il faut savoir aussi que le travail du médecin n'est pas justement limité qu'aux questions de consultation. Le médecin est organisé, le travail donc du médecin est organisé en consultation, en hospitalisation. Pendant qu'il vous consulte, il y a d'autres qui sont en train de suivre les patients hospitalisés. De sorte à ce que on ne peut pas forcément, en tout cas s'il n'y a pas assez de médecins, avoir des consultations tous les jours de la semaine. Il y a des jours spécifiques et bien entendu, quand il y a beaucoup de monde qui demande ces services alors que le nombre de médecins spécialisés dans ce domaine ne sont pas nombreux, ça va poser problème. Mais le même spécialiste vous dit, je ne peux pas vous recevoir dans un hôpital public, venez dans une clinique privée pour que je vous consulte. Est-ce que ça c'est normal par exemple? Naturellement. C'est normal? Oui, enfin pas dans le sens de dire, comme je ne peux pas te voir ici, il faut aller là. Le travail du médecin, l'exercice de la médecine doit être libre. Et si il a pu respecter son quota de patients, son volume horaire de travail, par exemple dans sa structure publique, il va de soi que peut-être il vous donne rendez-vous à 18h à 20h dans une clinique, ça c'est normal. Et s'il travaille par exemple du lundi au vendredi à l'hôpital, il consulte par exemple tous les mardis, et vous venez ce mardi, il n'a pas pu vous voir, vous devez revenir le mardi prochain. Ah, c'est trop long par exemple, vous voyez ce que ça peut faire, il a le temps de mourir avant de pouvoir voir un médecin. Non, 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 en réalité, il faut faire la part des choses entre les urgences et les consultations externes. Mais quand on part voir un médecin, c'est que c'est urgent par principe. C'est qu'on a besoin de soins. Oui. Nous, on définit l'urgence en fonction de la probabilité de décéder. Ok. Voilà.
le fait d'avoir besoin de soins ne fait pas de vous quelqu'un qui va mourir. Mais qu'est-ce qui vous garantit qu'il ne va pas mourir? C'est évident parfois, mais pas pour le citoyen lambda. Ça veut dire que quand on est dans un service, le simple coup d'œil du médecin, il sait diagnostiquer les cas les plus graves. Et je profite, saisis l'occasion ici pour dire que, par exemple, les situations d'urgence vitale. Moi, si je suis face à une personne qui a une probabilité de décéder tout de suite, je dois pouvoir le secourir avec les moyens dont je dispose immédiatement, sans demander qu'il me paye un franc. Ça également, c'est le code de déontologie qui le précise. Immédiatement. Mais si ce n'est pas un cas d'urgence, naturellement, il va prendre son rendez-vous, il va faire ceci, il va faire cela, jusqu'à ce que j'ai le temps de le voir, que le jour de le voir arrive. Et donc ce que je disais, s'il m'a raté le mardi et que par hasard, le lendemain ou bien le même mardi soir, je dois travailler dans une clinique, je peux lui dire, tu peux me retrouver dans telle clinique à telle heure, mais ça ne veut pas dire que je fais en fait du marketing de patients. Mais est-ce que vous savez que c'est ce que les Burkinabés n'aiment pas justement dans cette affaire de médecins au Burkina? Qu'ils se renseignent, ils vont comprendre comment les services Mais tout le monde n'a pas fonctionnent. suffisamment les moyens justement pour aller en clinique, d'où la nécessité d'aller dans les hôpitaux publics. Mais là, c'est du rôle régalien de l'État. Il faut dire que la santé, tout comme l'éducation et la justice, doivent être assurées par l'État. Ce n'est pas forcément aux professionnels de tout faire pour que l'organisation favorise forcément ces pratiques. L'État favorise la faisabilité, mais c'est l'État qui vous forme gratuitement souvent, non? Même les bourses pour aller se spécialiser, c'est l'État qui vous les donne. Donc, vous avez l'obligation de rendre quand même au peuple ce qu'on vous a donné. Et il faut saluer tous les médecins qui se battent au quotidien, parce que ces gens, ils se battent. Et ils n'ont jamais failli, en tout cas, à leur devoir de médecin. Maintenant, qu'un hôpital, tout un hôpital, ait deux spécialistes pour une population de, je dirais, 100 000 personnes, naturellement, il va de soi que les besoins ne soient pas, en tout cas, en conformité avec les services disponibles. L'État a le devoir de mettre à la disposition de la population des professionnels qualifiés. Et pour pouvoir le faire, il faut certainement faire une étude pour voir quels sont les besoins réels des populations en matière de soins de santé, et de sorte à ce qu'on les forme en conséquence pour pouvoir satisfaire ces besoins. On parle des médecins, on n'a pas fini. Le ratio aujourd'hui ne rassure pas. Mais on constate que les jeunes médecins qui sortent, ils sont obligés de passer par un concours pour accéder à la fonction publique. Est-ce que vous, au niveau de l'ordre, vous ne pouvez pas plaider auprès de l'État pour qu'on prenne tout le monde? Parce qu'on a l'impression que le manque est là, mais on refuse de prendre les gens. C'est une très bonne remarque et une très bonne question. Nous, en tout cas, pour cette année et les années à venir, notre mission principale sera de poursuivre ces plaidoyers, de sorte à ce que ces médecins qui sortent sans emploi puissent en trouver. Parce que c'est très paradoxal que dans un pays comme le Burkina Faso, même si dans certaines zones on atteint le ratio de 1 médecin pour 10 000 habitants, que certaines zones soient encore désertes de médecins. Un médecin pour 10 000 habitants. Ça, c'est le ratio OMS. Ratio OMS. Oui. Même là, il y a quand même un problème. Il y a un problème. Et donc, un médecin pour 10 000 habitants, voilà. C'est ce que l'OMS recommande. C'est ça. Mais la logique, la meilleure des choses aurait été quoi? C'est pour un pays comme le Burkina. Je prends des exemples de pays comme Cuba qui ont autour de 8,5 médecins pour 1000 habitants. Là, c'est un autre monde, parce que Cuba a beaucoup investi. Exactement. Oui. Ça veut dire que pour des pays pareils, la santé est une priorité. Et c'est ce que vous souhaitez pour le Burkina? Naturellement. Okay. Parce que la santé, c'est la base de tout développement. On ne peut pas prétendre
venir à bout, par exemple, de l'insécurité, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sans une population en ne peut bonne pas se santé. développer parce que si la population elle est malade, il n'y a pas de développement. Exactement. Et donc, quand on fait la comparaison, pendant qu'eux, ils ont 8 médecins et demi pour 1000 habitants, nous, on n'a même pas 2 pour 10 000. Ça veut dire que les rendez-vous ne peuvent pas être au même niveau. Ça, c'est évident. Et nous qui sommes à Ouagadougou et un peu à Bobo, on est dans le luxe. Il y en a pour voir un médecin, ils sont obligés de se déplacer. Avec les risques liés à la voie, ainsi de suite, ils sont obligés de se déplacer. Et attendre pendant longtemps pour pouvoir justement voir ce médecin. Revenons sur la situation des jeunes médecins qui sortent. Ils sont nombreux, ils n'ont pas de boulot. Est-ce que vous, en tant que président du Conseil de l'Ordre des médecins du Burkina, ça vous choque de voir ces jeunes-là qui sortent, qui n'ont pas de boulot alors qu'ils ont fait 7-8 années d'études en médecine? Au-delà du choc, je suis attristé. Oui. Parce que parfois, quand on regarde ces jeunes, on a envie tout de suite de faire quelque chose pour eux. Mais on est parfois impuissant. Et ce que nous allons faire, et je crois que s'il ne nous regarde pas, il aura l'info, le ministre de la fonction publique. Non, il y a le ministre de la fonction publique. Oui. Moi, je veux qu'on aille plus loin. Il y a le ministre de la fonction publique, il y a le ministre de la Santé, il y a le Premier ministre et il y a le président aussi du FASO. Voilà, toutes ces autorités peuvent et doivent faire quelque chose. Alors, vous décidez de faire quoi pour que ces jeunes-là, on arrête de dire chaque fois qu'il faut venir composer pour avoir un travail après 8 années d'études? Déjà, c'est de dire aux autorités que le médecin doit être la porte d'entrée du système de santé. Aujourd'hui, nous avons des zones qui manquent de médecins. C'est lié certainement à d'autres considérations et le contexte sécuritaire et tout. Mais il faut que l'État travaille. Il y a déjà un gros effort qui est fait ces dernières années avec le recrutement exceptionnel de 400 médecins. Mais il y a encore à ce jour environ 400 médecins qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi fixe. 400 médecins. 400 médecins. Et 2025 va produire environ 1000 médecins, au vu donc des effectifs des étudiants en médecine de 8e année. Ils seront, oui, 1000. Et l'État va recruter peut-être 400 encore. Il va rester encore 1000 sans emploi fixe. Et quand on a regardé les effectifs des étudiants en médecine avec des projections, dans 5 ans, on aura environ 3670 médecins de plus. L'État va consommer, si la tendance se poursuit bien sûr, à peu près la moitié. Et en 2029-2030, on aura environ entre 2500 et 3000 médecins sans emploi fixe. Alors que ces gens-là, on a besoin d'eux pour la société. Pour la société. Oui. Avec le taux de démographie aussi au Burkina, plus de 23 millions d'habitants. Exactement. Et quand vous allez sur la projection sur 2029, ça veut dire dans 5 ans, c'est ça. On aura peut-être pourquoi pas 25 ou 26 millions d'habitants. Voilà. Donc ça veut dire que ça ne suffira même pas pour le Burkina. Et mieux, oui. Nous sommes dans l'implémentation de l'assurance maladie universelle. Oui. Et c'est une opportunité pour l'État de recruter tous ces médecins. Parce que moi qui suis à Ouagadougou, si je cotise comme celui qui est à Solenzo par exemple, celui de Solenzo a le droit de réclamer les mêmes qualités de soins que moi. Alors qu'il ne trouvera pas de médecin pour le consulter. Pire, il n'aura même pas accès parfois à une échographie ou au scanner. S'il veut le faire, il faut qu'il se déplace dans une autre localité. L'assurance maladie ne paiera pas donc ses frais de déplacement. Et donc c'est un manque à gagner pour cette personne. Oui, l'État, oui, mais une fois aussi nous avons... Parce qu'avant même que l'insécurité ne vienne au Burkina, parce qu'il ne faut pas tout le temps passer le temps à dire l'insécurité, il y avait un projet de transformation des CSPS en CM. C'est ça. Et ce qui nous était revenu, c'est que les médecins, pour la plupart, disaient qu'ils ne sont pas prêts à aller parce qu'il n'y a pas le matériel pour faire le travail. Ça ne sert à rien d'envoyer un médecin quelque part alors qu'il n'a pas les outils. Ça me permet de dire que le médecin est enclin à l'obligation de moyens, mais pas de résultats. Obligation de moyens, pas de résultats. Ce serait bien de vous expliquer davantage pour que les citoyens comprennent ce que vous voulez. Obligation de moyens, c'est dire que moi, de là où je suis, si j'ai besoin d'un scanner, je dois prescrire le scanner. Le résultat,
je peux faire tout ce qui est à ma disposition, conformément aux connaissances scientifiques actualisées, et ne pas pouvoir sauver le patient. Puisque, in fine, le résultat du médecin n'est pas de sauver la vie du patient. Il peut tout faire et voilà, on dit que la vie appartient à Dieu. C'est vrai qu'il y a un contrat de prestation entre le médecin et son patient, mais ce contrat, c'est peut-être de soulager, pas forcément de sauver sa vie. Ce n'est pas comme d'autres types de contrats. Et donc, si je suis là, parfois, malheureusement, on est obligé de tenir compte aussi des réalités socio-économiques donc, de nos patients. Quand tu regardes le patient, tu sais foncièrement qu'il ne peut pas faire le scanner. Qu'est-ce que tu fais en ce point? Tu es obligé d'ajuster. Tu fais avec les moyens que tu as. Les moyens que tu as, ça ne veut pas dire, bon, si je veux IRM à Solingos, c'est prescrit. De toute façon... Donc on a l'impression que souvent les médecins ont pitié de certains patients et de leur famille. Mais c'est incroyable, la médecine. Parfois, tu es là. Ce que les gens oublient de dire, c'est que parfois, on enlève même de nos poches pour soigner les patients. Parce que tu sais que dans les minutes à venir, là, si rien n'est fait, il va mourir. Et tu es obligé de regarder le patient, de dire, ah, ça là, si je prescris tel médicament, tel examen, il ne pourra pas faire. Ça ne sert à rien de prescrire quelque chose qu'il ne pourra pas faire. Et c'est l'avantage, justement, d'avoir ce qu'on appelle une assurance maladie. C'est du rôle régalien de l'État d'assurer la santé de sa population. Donc si je vous écoute attentivement ou je vous comprends mieux, la réussite de l'assurance maladie passera par le recrutement de tous les jeunes médecins qui sortent dans les universités. Oui, puisque si vous regardez le paquet d'activités, tous les actes qui seront en tout cas remboursés par cette assurance maladie, c'est essentiellement des actes médicaux. Bien sûr, il y a les questions de soins infirmiers et autres, mais il faut d'abord la consultation médicale, la prescription médicale pour permettre justement la poursuite des soins. Et si aujourd'hui on étale cette assurance maladie sur toute l'étendue du territoire et qu'il y a encore des zones désertes de médecins généralistes, n'en parlons pas des spécialistes, ça posera un problème d'équité d'accès aux soins et un problème de qualité des soins qui sont l'un des objectifs majeurs donc, de cette assurance-là. Parce qu'il ne faut pas s'étonner de voir un matin des Burkinabés qui vont appeler les médias pour dire « nous sommes à l'assurance maladie, mais les médecins ne sont pas là ». Et systématiquement, on va vous pointer du doigt. Donc, est-ce que vous commencez à anticiper pour dire à l'État, attention, là où vous partez, c'est bien, mais il faut prendre les médecins parce que nous, on ne veut pas être à la limite responsable d'une situation malheureuse qui va se produire après. Oui, naturellement. Et je crois, je ne sais pas, mais je crois et j'espère que ces études préalables, par exemple, ont été faites avant de vouloir passer donc à cette assurance. C'est déjà même de voir quel est le niveau de l'offre de soins par zone. Il y a combien de formations sanitaires des niveaux CMA, des niveaux CM, des niveaux hôpital et quelle est la structure en fait de la population, la moyenne d'âge, est-ce que c'est plus des agriculteurs, des fonctionnaires, et quel est en fait le pouvoir d'achat de ces populations. On doit pouvoir faire ces études-là de sorte à savoir en fait si on veut implémenter cette assurance maladie, voilà les disparités, voilà les points qu'il faut prendre en considération avant d'y aller. Si ce n'est pas fait, c'est un préalable. Et l'une des évaluations qu'il faut effectivement faire, c'est de voir si vous êtes dans une ville où il n'y a qu'un médecin ou deux médecins, je suis désolé, ne lui demandez pas d'être permanemment donc, disponible pour vous. C'est un humain et au-delà de sa vie professionnelle, il a une vie familiale et sociale. Donc, humainement, on ne peut pas être... Beaucoup disent que quand on est médecin, on renonce à sa vie familiale parce qu'après, c'est trop prenant. Oui, on n'a pas le choix. Parce que parfois, tu es tranquille chez toi à 2 h du matin, on t'appelle. Tu es obligé d'agir. Parce que ton code de déontologie te dit, une fois que tu as l'information qu'une personne a besoin de toi, tu dois tout faire pour prendre en charge cette personne.
Et si personnellement tu ne peux pas le faire, il faut que tu t'assures qu'il a reçu les soins adéquats. C'est t'assurer donc en appelant tes collègues, en faisant tout ce qui est de ton pouvoir. Et donc, à n'importe quelle heure, le médecin est sollicité, à n'importe quelle heure, le professionnel de santé est sollicité. À vous écouter, les Burkinabés doivent tout au médecin, hein, pratiquement. Non, on se doit tous tout. Nous sommes dans une société, chacun a son rôle à jouer et je pense que chacun doit pouvoir jouer son rôle. Pouvoir jouer son rôle, c'est avoir l'environnement adéquat pour pouvoir le faire. Ce qui nous revenait, c'est que les médecins ne veulent pas aller dans certains villages parce que les conditions ne sont pas réunies. Au-delà du plateau technique, même l'hébergement, parce que initialement, ça vous prend du temps, en 2013-2014, que le débat avait été longuement mené au Burkina. Un peu plus de 10 ans, on disait qu'il fallait même qu'on trouve des logements pour les médecins adéquats. Est-ce que vous, ordre de médecins du Burkina, vous luttez pour ça aussi? C'est un combat qui restera permanent parce que il faut mettre les gens dans les conditions. Donc le médecin ne peut pas dormir n'importe où. On voudrait les autres fonctionnaires font ça pour le développement du pays. Non, ce n'est pas que le médecin ne peut pas dormir n'importe où. Mais quoi qu'on dise, il faut reconnaître quand même que d'abord le médecin n'est pas n'importe qui. Le médecin n'est pas n'importe qui. Et je crois que le médecin fait partie de ces, je ne vais pas dire de ces personnalités de haut niveau. Ça ne lui empêche pas, entre guillemets, d'aller partout pour procurer des soins de qualité. Mais quand on prend notre démographie médicale aujourd'hui, on va se retrouver avec ce qu'on appelle des zones de forte densité médicale, des zones de moyenne densité, des zones de faible densité médicale. Le travail du gouvernant, du pouvoir public, et très certainement avec l'accompagnement de l'ordre, c'est de voir en fait pourquoi les médecins ne s'installent pas dans ces zones. Une fois qu'on a le pourquoi, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça peut effectivement nécessiter des logements sociaux, enfin, ça peut nécessiter des écoles pour ces médecins, ça peut nécessiter un certain nombre d'infrastructures sociales pour ces médecins. Et bien entendu, on peut faciliter aussi leur installation. Et la fonction publique hospitalière a permis de résoudre ce problème en disant qu'il y a une indemnité géographique. Ça veut dire que quand tu es à Ouagadougou, tu gagnes moins qu'un médecin qui est dans une zone C, parce que là où il est, il y a certaines infrastructures dont il n'a pas. Donc l'État compense. Il faut travailler à identifier ces éléments-là pour faciliter justement l'installation des médecins. Parce qu'à un moment donné, tous les médecins ne pourront pas travailler à Ouagadougou. Tous les médecins ne pourront pas travailler à Bobo. Et il faut que, vu que nous avons la charge en tant que pouvoir public de procurer des soins de santé de qualité, il faut trouver les mécanismes pour permettre à ces médecins de s'installer dans les zones désertes. Vous discutez avec les médecins, ils sont tous prêts à aller partout sur l'ensemble du territoire. Mais nous sommes des êtres humains. Et c'est dire que l'être humain ira là où il y a ses intérêts. Si on a mis les conditions adéquates pour que le médecin aille là où il y a 20 ans, aucun médecin n'était, ils vont y aller. Les autres fonctionnaires qui nous regardent diront, ils n'ont pas attendu d'avoir toutes les conditions avant d'aller servir l'État. On ne sert pas dans les mêmes conditions. On ne sert pas dans les mêmes conditions. Et si moi je suis médecin, je n'ai que mon stéthoscope, qu'est-ce que je peux faire si ce n'est que ce que mon stéthoscope me permet de faire? C'est toutes ces conditions qu'il faut. Voilà. Et vous affectez par exemple un chirurgien dans un hôpital où il n'y a pas de bloc opératoire. Vous voulez qu'il fasse quoi? Après un certain temps, il perd tout ce qu'il a appris, tout ce temps qu'il a mis à apprendre. Et donc, ce n'est pas de dire telle profession accepte y aller, pourquoi pas vous? On ne fait pas la même chose. Et chez nous, l'erreur n'est pas permise. Il faut qu'on travaille au maximum à minimiser les erreurs. Et c'est le rôle de l'État de mettre tout en œuvre pour que les médecins travaillent dans les meilleures conditions. Il y a un débat qui fait rage au Burkina. C'est l'avenir des médecins dans les hôpitaux publics et privés au Burkina. On en a parlé longuement.
on demande à ce qu'on fasse le choix maintenant. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution radicale? Soit vous travaillez pour le privé et vous y êtes pour toujours, ou vous êtes pour l'État et vous ne travaillez plus pour le privé. Est-ce que vous, Ordre des médecins du Burkina, vous êtes d'accord avec cette démarche? Déjà, il faut dire que ce décret, c'est la suite de la loi 057 portant fonction publique hospitalière, qui dit dans son article 39, je crois, que le fonctionnaire de la fonction publique va consacrer l'intégralité de sa profession là au service public. Et si je poursuis, il est dit plus tard, je crois dans le même article, l'alinéa 4, que malgré tout, le médecin peut être autorisé à faire des consultations, des expertises dans son domaine. C'est un décret, c'est un texte réglementaire, et en tant que bon citoyen, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de respecter ce décret. Maintenant, comme tout texte, il a des insuffisances. Il y a un travail qui est en train d'être fait pour recueillir ces insuffisances. Est-ce que vous, soyons pragmatiques, est-ce que vous, Ordre des médecins, vous trouvez que ce n'est pas juste de dire aux médecins que de travailler que dans la fonction publique, par exemple? Déjà, notre code de déontologie précise que l'exercice de la médecine doit être libre. On vous dit, si vous vous engagez pour l'État, vous restez pour l'État. Vous n'avez pas à jouer entre l'État et le privé. Non, l'exercice de la médecine doit être libre. Donc, pour vous, ce décret-là, il faut le revoir dans le fond. De toute façon, il est en révision. Et je crois qu'il y a un travail de fond qui est fait au niveau du ministère de la Santé pour, en tout cas, corriger certaines insuffisances de ce décret. Tout n'est pas négatif dans le décret. Le décret aussi, à un moment donné, si on le regarde, il y a des points positifs qu'il faut saluer. Mais du fait que, en tant que citoyen burkinabé, j'ai le droit de choisir entre aller me faire soigner dans le public ou aller me faire soigner dans le privé, on doit pouvoir mettre tout en œuvre justement pour que là où je vais, j'ai le professionnel. Le fameux décret, parce que nous avons suivi en 2011 le syndicat des médecins. Le médecin qui sortait n'avait même pas 200 000 francs CFA de salaire. Il y en a qui sont partis à la retraite après 30 ans de service avec le doctorat de médecine, avec tout au plus 400 500 000 francs de salaire. Aujourd'hui, fonction publique hospitalière, on améliore vos conditions pour vous permettre de faire un choix. Et là aussi, vous trouvez que l'État veut vous imposer des choses. Là, il y a un problème tout de même. Non, on ne trouve pas que l'État veut nous... Parce que vous parlez de fonction libérale. Oui, c'est ça veut dire que clairement, quand on vous suit, vous êtes dans une position un peu glissante, vous refusez d'être catégorique, mais ça veut dire que l'Ordre des médecins n'est pas d'accord dans le fond avec ce décret. Non, je ne sais pas dire que l'Ordre des médecins n'est pas d'accord, mais je crois que c'est d'abord et surtout un travail que le syndicat des professionnels de santé doit pouvoir mener. Ce n'est pas forcément du rôle régalien de l'ordre, parce qu'il faut rappeler que notre mission première, c'est la régulation de la pratique médicale. Et nous protégeons, je le disais tantôt, la santé de la population, des patients et de la profession. Oui, voilà. Restons focus là-dessus. On a amélioré vos conditions. Fonction publique hospitalière en passant, ça veut dire clairement que l'État aussi a fait sa partition dans ce domaine. Naturellement. Il faut reconnaître ce qui est bien. Quand on regarde la contribution surtout financière que la FPH a apportée aux professionnels de santé, c'est à saluer. Cet argent-là, c'est pour que vous n'allez justement pas dans les cliniques? Non, ce n'est pas cela. Cet argent, ça fait partie des éléments de motivation du professionnel de santé. De toute façon, toutes les professions ont eu entre guillemets, des augmentations de salaire. Ce n'est pas que les professionnels de santé seulement. Mais il faut dire déjà que, comme je le disais, c'est un travail plus syndical. Moi, de ma position au niveau de l'Ordre des médecins, c'est des questions pour lesquelles je ne suis pas forcément à l'aise de m'exprimer publiquement. En tout cas, on l'avait compris déjà. Voilà. Mais il faut dire que le décret est en révision. Vous faites partie de la commission? Et nous avons commencé un travail d'analyse du décret. On ne vous a pas associé au travail de réflexion là-dessus? Non, ce qu'il faut regretter, franchement,
et c'est le fait de n'avoir pas associé les autres professionnels, pas que de médecins seulement, dans l'élaboration de ce décret. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un texte réglementaire qui est un décret d'application de la FPH, et d'abord, avant que le décret ne connaisse une modification, il faut que les médecins puissent le respecter. Parce que il faut savoir qu'en tant que médecin, on est non seulement obligé de respecter nos règles éthiques et déontologiques, mais on est également obligé de respecter tout ce qui est texte réglementaire qui régisse donc l'exercice de la profession, dont justement le Code de santé publique, dont ce décret, et ne pas le respecter, forcément, ça fait violation donc à une certaine règle légale établie. Il y a plusieurs agents de santé qui nous interpellent, qui en veulent justement à l'ordre des médecins parce qu'ils trouvent que vous exagérez dans tout. Je prends un exemple banal, les attachés de santé, il y en a qui ont 10-15 ans, qui opèrent même dans certaines localités parce que justement il n'y a pas de médecin. Ils veulent avoir le titre de docteur. Et ça, on dit, vous refusez catégoriquement parce que la personne n'est pas passée par cette année d'études en médecine. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir la copie en la matière? Non, nous ne sommes pas à l'origine donc de la définition des différents diplômes. Et il faut dire que pour avoir le titre de docteur, il y a des conditions. Est-ce que la validation des acquis ne peut pas s'inviter à ce niveau? Malheureusement, jusqu'à ce jour, non. Jusqu'à ce jour, non. Et il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites par délégation de tâches. Parce qu'effectivement, compte tenu du fait qu'on doit s'assurer que la population a accès à des soins permanemment et que les médecins ne sont pas partout au Burkina, on demande parfois, on délègue parfois certaines tâches à du personnel paramédical, dont justement les infirmiers qui opèrent, et des infirmiers qui font d'autres actes, etc. Licence, master, doctorat, c'est le principe. Exact. Il y en a qui vous disent, après, il faut qu'ils aient aussi la chance d'avoir le doctorat pour être des médecins, parce qu'ils font tout le travail que vous faites, donc il faut leur donner le titre. Non, on dit que déjà, pour faire des études qui vont aboutir à un doctorat, c'est pas l'expérience, c'est les acquis. Il y en a qui sortent, mais ceux qui ont eu l'expérience, ils font des boulots que vos jeunes là n'arrivent pas à faire non plus. Ça, c'est dans tous les domaines. Et c'est pourquoi il faut travailler justement à donner aux jeunes la chance de voir beaucoup de cas. Ça passe par les stages, ça passe par ce que nous on va appeler le mentorat. Et c'est des éléments que nous on va mettre en place pour que les plus anciens puissent encadrer les plus jeunes. Voilà. Alors, on va évoluer dans l'émission. Je vais vous entendre sur un élément. Ce sont les erreurs médicales. Au Burkina, les gens se plaignent régulièrement. Ma femme a perdu son bébé. Il y en a qui vous disent que c'est une erreur médicale. Ma femme est décédée sur un lit d'hôpital. Il y en a qui pensent, en tout cas manifestement, qu'il y a beaucoup d'erreurs médicales qui se produisent au Burkina. Est-ce que c'est votre avis? Oui, et dans tous les pays. Non, restons sur le cas du Burkina Faso. Voilà. Non, malheureusement, vous savez tous l'adage qui dit que l'erreur est humaine. Mais toute erreur n'est pas fautive. Toute erreur n'est pas pardonnable non plus. Et l'erreur médicale, c'est le fait, par exemple, tout simplement, de ne pas respecter une norme. Quelqu'un qui, par exemple, vous savez qu'en médecine, il y a un certain nombre de recommandations, de protocoles qui sont établis en fonction donc des spécialités des services. Et l'erreur médicale, c'est le fait, par exemple, de diagnostiquer un paludisme et de ne pas mettre un antipalu. Maintenant, quand ça arrive, il faut interroger tout le système. Je n'ai pas mis, parce que je n'ai pas eu le médicament à disposition, je n'ai pas mis, ou bien parce que mes consignes n'ont pas été respectées, ainsi de suite. Il faut, une fois qu'il y a une erreur médicale, faire toutes ces expertises-là avant de conclure. Bien sûr, il y a la responsabilité du médecin qu'il faut essayer d'établir, mais il faut faire aussi la nuance, par exemple, entre l'erreur et la faute médicale, parce que une faute médicale, on dit, c'est par exemple le manquement à une règle établie, une règle déontologique, juridique, etc. Moi, en tant que médecin, si je refuse, par exemple, de soigner une personne, je suis en faute médicale.
Sauf si, bien sûr, dans certaines circonstances, la personne et moi, nous avons peut-être eu des conflits et peut-être en le soignant. Et si ça tourne mal, on peut par exemple penser qu'à un règlement de compte. Un règlement de Oui. compte. Ces situations ici, il faut faire les nuances. Oui. Et si on doit évoluer, il y a que l'erreur peut entraîner un accident médical. Et l'accident va se définir dans le sens d'un préjudice que ce patient a subi. Voilà. Est-ce que vous recommandez aux citoyens de porter plainte contre les agents de santé quand ils sentent qu'il y a eu erreur médicale? Systématiquement. Parce qu'on vous dit tout le temps, vous allez à un enterrement, vous allez dans une famille, on dit que ce sont les médecins qui n'ont pas fait leur travail, ça murmure de partout. Et il y en a même qui finissent par dire qu'il faut laisser, c'est Dieu qui va faire notre palabre. Est-ce que les gens doivent arrêter de dire que c'est Dieu qui fera leur palabre et de porter plainte? Je ne veux pas dire que Dieu ne va faire leur palabre parce que de toute façon, Dieu a donné la capacité aux êtres humains de se prendre en charge. Mais il faut peut-être dire à la population que le médecin étant humain, il y a des situations, même moi là où je suis assis ici, il y a des situations de décès que j'ai vécues il y a 2011-2012 qui me traumatisent toujours le cerveau parce que je pense que j'aurais pu faire plus pour sauver le patient. Ce n'est pas faute d'avoir essayé que le décès survient. C'est obligation de moyens mais pas de résultats. Bien sûr, en tant que patient, en tant qu'accompagnant, si je pense que mon patient a été victime d'une erreur médicale, je peux saisir l'ordre pour porter plainte. L'ordre maintenant, avec son équipe d'experts et autres, va mener ses enquêtes pour pouvoir justement voir si effectivement il y avait une erreur médicale ou pas. Et l'avantage de toujours signaler ces erreurs, c'est pas qu'on va pouvoir sanctionner des médecins, des professionnels de santé. Ça permet aussi d'améliorer la pratique. Parce que l'erreur peut survenir parce que simplement l'organisation du service ne permet pas l'enchaînement des actes comme il se faut. Et donc, on va permettre, grâce à la notification de cette erreur-là, corriger, replacer les choses, redonner des rôles spécifiques à certaines personnes et tout, pour corriger au quotidien la pratique médicale. Et c'est pourquoi il ne faut pas voir tout de suite que quand je dénonce une erreur, je veux qu'on sanctionne forcément. Mais si la faute a entraîné un préjudice qui peut aller jusqu'au décès, il y a des pays qui ont des régimes d'indemnisation. Aujourd'hui au Burkina, malheureusement, il n'y a pas ce genre de régime d'indemnisation comme les cas d'accidents professionnels, des accidents de travail et tout. Mais step by step, c'est des choses qui vont arriver et où peut-être certaines personnes se verront indemnisées pour avoir subi un préjudice médical. Mais il faut savoir que dans la pratique médicale, même après avoir respecté toutes les recommandations, tous les protocoles, un préjudice peut survenir. Un effet indésirable peut survenir et c'est ce que nous on appelle l'aléa thérapeutique, qui est justement ce qui est imprévisible et qui arrive quels que soient les dispositifs qu'on met en place. Docteur Saodogo, merci beaucoup. C'est allé très vite avec vous. On avait voulu aborder énormément de sujets, mais le temps qui nous est imparti est achevé. Je vous dis merci d'être venu sur le plateau de Burkina Info. Alors, 2025, c'est une année de grand combat pour vous. On aura d'autres occasions. Vous pourrez passer à d'autres émissions sur la télé pour défendre l'ordre des médecins, défendre les médecins, mais aussi défendre les citoyens, comme vous l'avez dit. En tout cas, on s'arrête là pour aujourd'hui. Infini merci à vous. À vous le merci. Alors, ainsi prend fin l'émission de ce jour, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.